voyez, la première partie disait finalement, la bonne éducation, elle emprisonne dans le monde. Elle fait en sorte qu'on entre dans le monde tel qu'il est. La deuxième éducation, elle dit, il faut maintenir l'enfant prisonnier de ce que le monde a fait de lui. Ses origines, son histoire, ce qui fait qu'il vient avec ce qu'il est et qui doit toujours être mis en avant, parce que ça, c'est sa liberté initiale. Vous voyez, c'est comme ça qu'on constitue des faux problèmes, ou plutôt des faux débats. C'est pas la peine de se disputer, on est d'accord. Là, ils sont d'accord tous les deux. Le premier qui soutient que tout est mécanique et qu'il faut s'adapter à cette mécanique, et le deuxième qui met en avant une liberté, mais une liberté déjà là, qui n'est pas une liberté dans le fond, qui n'est qu'une spontanéité naturelle. Ce qu'un penseur comme Marx appellerait une idéologie, c'est-à-dire une pensée qui se croit libre, mais qui est déterminée à son insu par un ordre social, par une histoire, par quelque chose qui est déjà là. Dans le premier cas, il n'y a pas d'élève, dans le second cas non plus. Dans le premier, le professeur, finalement, c'est ce tuteur qui ressemble à un maître qui domine ses esclaves. Dans le deuxième cas, professeur, pas d'instituteur. Non, il faudrait peut-être que ça soit comment faire, d'ailleurs, pour maintenir cette liberté sans trop agir, sans trop en faire. Peut-être qu'il faut que ce soit un enseignant, c'est pas mal, ou une enseigne, comme l'enseigne d'un magasin qui clignote et qui indique où est la marchandise. C'est là que ça se passe. Mais je n'interviens pas, c'est toi qui choisis. Je clignote et c'est tout. Alors, vous l'aurez compris, si éduquer, c'est autre chose que de soumettre un enfant à la nature, alors éduquer, c'est se tourner résolument vers une conception républicaine de l'éducation. Alors ce que dit la République, c'est deux choses. La première chose, et là je reprendrai une citation de Rousseau fort célèbre, l'impulsion du seul appétit est esclavage. C'est-à-dire la spontanéité, l'immédiateté des pulsions naturelles, ça n'est pas la liberté. C'est un déterminisme caché, c'est un emprisonnement dans la nature. Et par conséquent, une éducation digne de ce nom commence toujours par un moment de discipline. C'est la thèse de Kant dans son traité de pédagogie. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est le moment où l'esprit apprend à se soumettre à des lois de l'humanité. Pas à des lois qui viennent de déterminisme naturel ou d'un héritage. Non, non. Apprendre à se soumettre aux lois de l'humanité. Alors évidemment, si on s'arrête là, on retrouve quelque chose qui pourrait ressembler à notre première partie. La discipline n'est qu'un moment de l'éducation républicaine. La finalité d'une éducation authentique n'est pas de soumettre simplement l'enfant à des règles qui viennent de l'extérieur et qui sont censées l'arracher à une spontanéité liberticide. La bonne éducation doit, après le moment de la discipline, ouvrir la voie d'une éducation proprement dite et d'une instruction qui développe les dispositions naturelles de l'homme. Il s'agit de considérer la discipline comme une condition nécessaire mais pas suffisante, ou comme une étape qui doit conduire à autre chose, qui est l'actualisation des potentialités de l'esprit. Il faut actualiser cette liberté qui est en nous, mais qui n'est en nous d'abord qu'une puissance, qu'une virtualité. Nous ne naissons libres qu'en droit, d'ailleurs. Oui, parce qu'avant que les politiciens parlent en des termes purement mécanistes, ils parlaient français. Je dois vieillir, hein, c'est pas possible. Je me dis, ça y est, je vais devenir nostalgique. Prenez l'article 1 de la Grande Déclaration. Les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit. Ils naissent libres, très bien, ils naissent libres, mais ils le demeurent. S'ils le naissaient, et puis c'est tout. S'ils ne demeuraient pas, la liberté serait là, puis elle ne serait plus là, puis on passerait à autre chose. Ils naissent libres, mais ils demeurent libres. Ils demeurent, ça veut dire que cette liberté est constitutive de leur être. Si elle ne demeurait pas, elle ne serait pas constitutive de leur être. Un triangle peut être isocèle, rectangle, équilatéral, grand, petit, rouge, vert, bleu, il a toujours trois côtés. Un être humain peut être ceci ou cela, maître ou esclave, il demeure une liberté. Il naît libre, c'est la nature, et il demeure libre. C'est son essence. Mais il naît et il demeure libre, les hommes naissent et demeurent libres et égaux, en droit, pas en fait. Sinon, à quoi bon une république? On a un peu besoin de la République, précisément, parce que cette liberté dont nous sommes porteurs est une liberté potentielle, qui mérite d'être actualisée, qui doit entrer dans le monde et qui ne peut le faire, précisément, que par le moyen d'une éducation, qui n'oublie pas que les hommes se définissent par la liberté. Je reprends la citation de Rousseau que je mettais en œuvre à l'instant. L'impulsion du seul appétit est esclavage. Oui, mais Rousseau précise, mais l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, à condition que cette loi, on se la prescrive vraiment. Encore faut-il être à même de se donner à soi-même ses propres lois. Encore faut-il être à même de se donner une loi qui ne procède pas simplement d'un mécanisme naturel. Pour employer un vocabulaire classique, encore faut-il que cette loi ne procède pas d'une passion, d'une passivité, d'une affection de la nature qui provoquerait mécaniquement en moi telle ou telle représentation.
On pourrait reprendre la citation de Rousseau en disant que la liberté dont il est question, l'autonomie, soi-même, nomos la loi, l'autonomie, il faudrait dire que c'est l'obéissance à la loi que l'on se donne, il faudrait préciser, en tant qu'être de raison. En tant qu'être de raison. En tant que cette loi émane effectivement de moi, pas d'une extériorité et pas d'une manière telle que cette loi, elle soit là, mais qu'elle ne soit là comme le fruit d'une cause qui échappe à ma conscience. Donc, si les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit, si l'homme est porteur d'une liberté qui n'est d'abord qu'une virtualité, et si la liberté effective, c'est la capacité que chacun a potentiellement, dès le départ, de s'auto-déterminer, ou de s'auto-limiter, de se donner à soi-même sa propre loi. Il faut cultiver dans l'âme ce qui rend possible cette capacité d'autonomie, c'est-à-dire au moins la raison. Pas seulement. Nous ne sommes pas des âmes flottant dans les limbes, désincarnés comme des dieux coupés du monde, pas seulement, mais au moins la raison. Évidemment, on comprend au passage pourquoi un programme de philosophie dans l'école de la République n'est pas autre chose qu'un programme de problème qui apprend à faire appel à sa raison pour poser et instruire un problème. Évidemment, ça ne peut pas être un programme qui dit voilà ce que tu dois penser. Un programme qui enseignerait des pensées. C'est inenvisageable. D'ailleurs, qui oserait l'envisager? Donc, ici, il faut vraiment envisager l'éducation comme un premier moment de discipline, comme soumission à des règles de l'humanité, et comme un deuxième moment d'actualisation des potentialités de l'homme. Cette actualisation qui passe par une culture véritable. Ce qui apparaît ici, c'est que l'éducation au sens républicain du terme évite deux écueils. Vous voyez, le premier écueil, c'était notre première partie. Le premier écueil consiste à oublier que la liberté est ce qui définit l'homme. Le premier écueil consiste à oublier que renoncer à sa liberté, dit Rousseau, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Le deuxième écueil consiste à oublier, non pas la liberté, mais à oublier que la liberté a à être cultivée. Que la liberté sans la culture n'est qu'une potentialité, une virtualité. Que sans la culture, elle est là potentiellement en droit, mais que pour qu'elle entre dans le monde, pour qu'elle participe à la réalité du monde, elle a besoin d'être cultivée. Ces deux conditions permettent de penser la soumission à des règles, la venue au monde de la liberté, mais pas seulement la venue au monde d'une liberté dont le cœur de l'homme libre est porteur, mais la venue au monde d'une liberté capable de surgir à l'intérieur même du monde. Cultiver ce qui en l'homme lui permet de s'autodéterminer, c'est rendre possible le surgissement de la liberté dans le monde. C'est rendre possible le surgissement d'une liberté qui arrive dans le monde et qui, potentiellement, en tout cas on peut l'espérer, peut être capable de modifier le monde pour le rendre meilleur, pour le rendre plus juste. Écoutez, je vous soumets cet élément de réflexion. L'éducateur dans l'école de la République, c'est ça qu'il a chevillé au corps, nécessairement. Il ne peut pas ne pas travailler à faire en sorte que l'élève actualise une potentialité, mais ce n'est pas lui qui l'actualisera, c'est l'élève qui l'actualisera. Il ne peut être que l'occasion qui permettra cette actualisation. Mais il doit avoir chevillé au corps cette idée que son travail et l'institution à laquelle il participe n'a de sens que dans l'actualisation de cette liberté qui toujours peut surgir dans le monde pour le modifier. Et évidemment, il sait que cette tâche est extraordinairement difficile. Il sait qu'elle est extraordinairement compliquée. Et pour cette raison, il a toujours à l'esprit une exigence que Kant formule dans Traité de pédagogie, une exigence qui mobilise son esprit, son action et sa réflexion, que jamais l'éducation des enfants ne se fasse en fonction du seul état présent de la société. Que jamais l'éducation des enfants ne se fasse en fonction du seul état présent de la société, mais toujours en fonction d'un possible meilleur état à venir de l'humanité. Je vous remercie de votre attention.